Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire que chaque fois que je me trouve dans cette situation d'avoir à rencontrer des jeunes tels que vous, ça m'est un moment difficile. C'est pas agréable de parler des problèmes de sa vie, mais maintenant que j'ai atteint un âge, disons, respectable, sinon respecté, il est temps que j'en parle. Il est temps que vous sachiez ce qui peut arriver quand les hommes oublient qu'ils sont des hommes. Nous étions juifs, peut-être pas d'une façon extrêmement ardente, mais nous l'étions. Et ça n'avait jamais posé de problème. L'occupation arrivant, il y a eu un certain nombre de restrictions. Les Allemands ont commencé à arrêter les gens qu'ils pouvaient arrêter. Ma mère et mon père ont été arrêtés par la police française. Ma mère et mon père ont été livrés aux camps allemands et empoisonnés par les gaz asphyxiants. J'avais 16 ans quand j'ai été arrêté par tous des policiers français qui m'ont remis aux Allemands. Les nazis et leurs collaborateurs français avaient décidé que nous étions un danger pour les autres habitants de ce pays. N'ayant pas de preuves à apporter à ce qu'ils disaient, ils ont inventé toute une série de griefs, nous les ont appliqués et nous nous sommes ainsi retrouvés dans des camps en Allemagne. Des camps, ça signifie des chiens, et on avait peur des chiens. Des gardiens absolument devenus fous du travail qu'ils faisaient, et on avait peur des gardiens. Nous nous sommes trouvés perdus. Et n'oubliez pas aussi que nous n'avions, dans mon cas, nous n'avions que 16 ans. Quand 16 ans, vous sortez d'une vie normale et que vous tombez dans un endroit de répression permanente, il n'y a pas de devenir fou. Certains sont devenus fous. J'ai eu la chance que, de mon côté, ça ne se soit pas passé. Quel sentiment avez-vous ressenti quand vous avez été déporté? Eh bien, d'abord, vous ne comprenez pas. Vous vous posez une question pourquoi. Vous êtes des gens comme tout le monde, la civilisation de tout le monde, et on vous met dans un wagon, transport de marchandises. Dans notre wagon, ça se présentait de la façon suivante. Un fond de wagon avec quelques cartons dans lesquels il y avait un peu de nourriture pour, grosso modo, 60 à 75 personnes. C'est-à-dire que le soir du premier jour de la déportation, les cartons étaient vides. Il y avait des enfants en bas âge, il y avait des malades, il y avait des blessés, il y avait des gens qui étaient transformés, traumatisés par ce qui leur arrivait. Mais vous dites, mais pourquoi ils me font ça? Pourquoi moi? Et à quoi ça correspond? En quoi ça peut aider l'effort de guerre des nazis? À toutes ces questions, il n'y a pas de réponse. De notre convoi, je pense que grosso modo, sur 1000 partants, il a dû en mourir 700, 800 en arrivant au camp d'Auschwitz. En vérité, nous n'avons pas été dirigés sur le camp d'Auschwitz principal, mais sur des camps isolés, où nous avons commencé à travailler. Ça s'appelait des camps de travaux forcés. Auschwitz, c'était quand même 700 mètres sur 1100, c'était énorme. Et on se demandait, mais pourquoi il y a cette odeur et pourquoi est-ce que dans le fond, on voit des flammes rouges et noires, des flammes noires, qui n'avaient jamais vu des flammes noires? Ben, nous, on les a vues. Nous avons trouvé là-bas des hommes qui nous ont battus, non pas seulement les enfants, mais les adultes. Nous avons trouvé le manque de nourriture. Nous avons trouvé vraiment ce qu'il y a de plus horrible, l'abandon de l'espoir. Je crois qu'on se considérait comme abandonnés du monde, et à la vérité, nous l'avons été. On ne s'est pas intéressé à ce qui nous arrivait. Nous avons fait la connaissance d'un autre monde. Nous étions diminués, ramenés à ce que nous n'étions pas, à des bêtes. Un camp, c'est un endroit où on n'a pas de carte d'identité.
Par contre, j'ai un bras. Mon bras est tatoué. Comme les vaches, les veaux, les chiens. Nous étions dans la situation de ces animaux. On les marquait aussi au cas où ils s'évadaient pour une raison ou pour une autre. On pouvait les récupérer, on savait où ils étaient. Nous, c'était la même chose. Il n'y a rien de plus dégradant, rien de plus difficile de penser qu'on n'a pas plus de valeur qu'un lapin. Non, c'est quelque chose. Et pourtant, j'ai eu la chance, mon tatouage a été discret. J'ai d'autres camarades qui ont été tatoués sur le front. J'en ai connu au moins un. Je suppose qu'il a été tatoué ainsi parce qu'il avait essayé de s'évader, ou je suppose. Mon numéro à moi, c'était A17594. Et lorsque je rencontrais à l'intérieur du camp des SS montant la garde, je devais me mettre au garde à vous et leur réciter mon numéro. C'est pas très facile quand on est français de réciter un numéro en allemand. En tout cas, j'ai eu la chance de survivre à cette épreuve. D'autres ne l'ont pas eu. Que mangez-vous dans les camps? Bonne question. Alors, au point de vue nourriture, nous avions des pommes de terre, mais des pommes de terre comme on les fait en Silésie, c'est-à-dire qu'elles étaient dures et filandreuses comme des tas d'aliments pour bestiaux. Il y avait de même des carottes qui suivaient le même traitement. Il n'y avait pas de sucre, il va de soi. Pas de vrai café. Pendant 3 ans, je n'ai pas vu un fruit. Je n'ai quasiment pas vu un bout de viande. Et lorsque nous avions de la viande au camp d'Auschwitz, c'était une viande déjà avariée. C'était pas très ragoûtant de voir cette viande marron avec des filets verts dessus. Et pourtant, il y en a qui ont mangé. Et je crois bien que j'en ai mangé aussi. C'est quoi qui vous a le plus manqué? Manqué? Je sais pas. Je crois ma mère qui m'a le plus manqué. Parce que le soir, en rentrant du travail, fatigués comme nous l'étions, affamés, sans possibilité de faire quoi que ce soit, ça nous aurait aidé véritablement s'il y avait eu une main consolatrice qui nous avait essuyé le visage, qui avait... Oui, je crois que si je reviens en arrière et je pense à cette période, c'est pas la nourriture qui a été... C'est la présence de quelqu'un vers lequel on pouvait se tourner. Sur les autres, vous n'aviez pas confiance. Vous n'aviez pas confiance parce que quand quelqu'un a faim comme nous avions faim, et qu'il est fatigué comme nous étions fatigués, vous ne pouvez pas connaître les réactions qu'il aura 5 minutes après le moment où vous l'aurez rencontré. Les Allemands avaient prévu que nous ne sortirions pas. Alors régulièrement, on nous rassemblait devant des médecins. Il y avait toujours des médecins prisonniers pour donner une valeur légale au papier signé, alors que ça n'avait de toute façon aucune légalité. On nous disait de quel coin es-tu? Je suis de Paris, par là. Je suis de Varsovie, par là. On nous distribuait, et à partir du moment où on avait partagé, les gens, on avait fait des groupes à peu près valables, eh bien commençait le vrai travail d'assassinat. Il était décidé que les Belges, les Blonds, n'importe qui, feraient partie de ceux qui seraient assassinés. Bon, ça s'appelait la sélection, c'était un mot que les Allemands avaient adopté. Et peu de ceux qui sont passés par les sélections ont eu la chance de pouvoir revenir en arrière. Les Allemands veillaient à ce que tout le monde soit assassiné. Et il faut avoir eu le coup de chance, comme il m'est arrivé de l'avoir. Il fallait avoir ce coup de chance pour s'en sortir. Personnellement, j'ai été aidé par un médecin polonais. Il m'a posé la question en me disant... Tu es né à Paris? Oui, bien sûr. De toute façon, c'était sur le papier, il l'avait lu un certain nombre de fois. Et il m'a posé la question qui m'a étonné. Il me dit, tu aimerais le revoir? C'est pas une question à répondre. Il est évident qu'il y a quelques secondes d'entrer dans une chambre à gaz, il est évident que
je préférais ne pas y entrer, ne pas tenter l'expérience. Et ce médecin a eu un coup de pitié. Il a fait sauter mon nom de sa liste et c'est comme ça que j'ai pu changer de camp et sauver ma peau. Comment décrirez-vous les Allemands? Des types ordinaires, des types totalement ordinaires, à qui on avait donné un pouvoir extraordinaire. Imaginez-vous un homme, modèle courant, à qui on donne le pouvoir de tuer sans qu'il craigne une punition pour ça. Il est comme Dieu le Père. Il donne la mort et il donne la vie. Et beaucoup s'en sont contentés. Comment la libération des camps s'est-elle passée? Ah, c'était une belle journée. On nous avait mis dans nos wagons à bestiaux, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une punition, et on nous envoyait vers l'est de la Tchécoslovaquie. Je ne sais pas ce que les Allemands avaient décidé, mais depuis quelques jours, la situation avait changé. C'est-à-dire que l'offensive de l'aviation américaine était telle qu'elle a démoli bien des défenses qu'il y avait chez les Allemands. Lorsqu'on a vu la quantité de bombardements qui sont tombés sur les endroits où nous étions, on a compris que quelque chose était en train de tourner. Mais on n'osait pas espérer que c'était la libération, que c'était une liberté quelconque. Et puis, avec un camarade, nous nous sommes évadés du train. Sodel m'a dit quelque chose du genre, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit, on s'en va. Aussi bête que ça. Et on a trouvé, chose rarissime, des paysans bavarois qui ont accepté de nous cacher, au risque de leur vie, au risque de la nôtre aussi, mais nous, de toute façon, on savait qu'il était foutu. Et nous sommes restés 3 jours cachés dans des bottes de foin. Et le 3e jour au matin, nous avons vu la réponse. Le fermier qui nous avait cachés est venu gueuler dans le couloir qui amenait à l'endroit où nous étions cachés. Les Américains. On a su à ce moment-là que la guerre était terminée. Quand on a vu nos premiers soldats américains, c'était des hommes normaux. Mais nous, on les croyait des géants. Je faisais 1,60 m pour 29 kilos. C'était pas trop quand même. J'ai sauté dans les bras du premier qui était devant moi et je l'ai embrassé. Vraiment, il était pour moi le symbole d'une liberté, vraiment. Et lui devait être un peu enquiquiné avec un paquet comme moi sur les bras. Et il me répétait sans arrêt, « Pleure pas, petit Français, pleure pas ». Ça a été mes premiers mots d'anglais et je les ai compris. Et la guerre a été finie ce jour-là. Si vous voulez, pour moi, il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de problèmes spéciaux. Les Américains sont arrivés au fin avril 1945. Je suis resté à l'hôpital militaire américain, puis français. Septembre 1945, l'hôpital a été dissous et on nous a rapatriés en France. Ça n'a pas été quelque chose de très glorieux comme rapatriement. Il faut dire que les gens ne s'attendaient pas à nous voir comme nous étions. Personne leur avait dit à quoi on ressemblerait. Personne ne leur avait dit non plus ce qu'on avait souffert. Et ceux qui avaient lu quelque chose dessus ne le croyaient pas obligatoirement. Ça a l'air dingue, ça a l'air incroyable qu'on construise des bâtiments uniquement pour faire mourir les gens, qu'on veille à ce que dans chaque bâtiment, il puisse y avoir tant de chambres à gaz qui, chacune d'entre elles, fait mourir 1 millier de personnes. Ce pour lequel il faut pas tout à fait une demi-heure de travail pour les faire mourir. Ça ne se raconte pas. Les gens n'y croient pas. Nous avions un ami de famille qui avait échappé à la persécution. Je l'ai vu, cet homme, quelques heures après mon arrivée à Paris. Et la première des choses qu'il m'a dites, pour dire à quel point il ne réalisait pas ce qui s'est passé, la première des choses, il m'a regardé et puis il m'a dit « Mon pauvre Charles, si tu savais comment on a eu faim ici », il ne se rendait pas compte
que le mot fin, c'est pas le même dans toutes les circonstances. J'ai toujours fait mariage à trois, c'est-à-dire ma femme, moi, et le premier déporté qui passait sous la main, avec lequel je me trouvais des points de contact. J'étais quelqu'un avec qui je pouvais parler, avec les autres je pouvais pas leur raconter. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qui s'était passé? C'était hors de question. Avez-vous gardé contact avec la personne avec qui vous êtes échappé? Bien sûr, c'était mieux qu'un frère. On ne s'est pas quitté pendant toutes ces années. Mais j'ai mis 16 ans avant de remettre les pieds en Allemagne. Je n'arrivais pas à retourner dans ce pays. Et puis, au bout de 16 ans, bon, il y a quelque chose qui s'est déclenché. J'ai voulu revoir cet homme qui nous avait sauvés. Et jusqu'à son décès, on a été en relation avec lui. Il le méritait bien, il avait tout risqué pour nous. Une chose importante dans des circonstances comme celles que j'ai connues, c'est de rester un homme. Quel que soit le moyen qu'on utilise, il faut être un être humain et non pas une brute comme nous en avons connu. J'ai ici quelque chose qui pour moi est le summum du courage d'un homme. C'est un peigne. Parmi nos camarades de camp, il y en avait un qui était comme tout le monde, tondu à zéro. Rien sur le crâne. Un jour, il a ramassé une cuillère en aluminium, en a fait une galette. Il a découpé dans cette galette un peigne. Pour la possession de ce petit truc, c'était une condamnation à mort s'il avait été pris par les SS. C'est une chose extraordinaire que d'avoir autant de foi dans la vie que de faire du matériel pour quelque chose qui n'existe pas. Je crois que je n'ai rien eu d'aussi pour moi, d'aussi émouvant que cette preuve de vie. Ça, c'est peut-être la chose la plus émouvante que j'ai vue en mes 3 ans de camp, la foi dans la vie d'un homme qui sait que demain ou après-demain ou le jour d'après, il ne sera plus là. Ce peigne me sert simplement à me rappeler que d'autres hommes vivent et qu'il n'y a pas de différence entre eux et moi. Ma vie a été quelque chose d'assez horrible et il faut bien que je vous en parle pour que vous vous en souveniez quand vous aurez des enfants. Ce que je voudrais que vous reteniez de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est ça. On est tous les mêmes. Restez là-dessus et vous verrez que peut-être vous aiderez notre pauvre monde à changer. En tout cas, pour moi, personnellement, je vous suis reconnaissant d'être là aujourd'hui, d'avoir posé vos questions et de m'avoir permis de vous dire quelques-unes de mes vérités. Merci à vous tous.